pourquoi on ne peut pas changer la loi? Et là, je vais prendre sur quelque chose de plus profond, à savoir que si aujourd'hui on devait faire passer la loi du retour, il y aurait un remue-ménage mondial au niveau de tous les pays du monde qui dirait que cette loi a une forme de racine, puisqu'elle fait quelque part une discrimination entre les citoyens juifs et les citoyens arabes d'Israël. Donc il ne faut surtout pas remuer une loi qui a été acceptée en 1950. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov Daniel, Boker Tov chers auditeurs. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes, qui ne le savent pas encore, que vous êtes chercheur éminent, émérite au centre, à l'Institut d'études stratégiques du peuple juif, JPPI, affilié à l'agence juive. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur une des réformes qui est proposée par le futur gouvernement de Binyamin Netanyahou. Il s'agit de la réforme dite du petit-fils, visant à annuler tout simplement cette clause qui permet, dans la loi du retour, à une personne qui a un ancêtre au niveau des grands-parents qui est juif, même si elle n'est pas juive selon la halakha, eh bien, d'obtenir la nationalité israélienne automatiquement en arrivant en Israël. Alors cette clause, elle fait débat dans certains partis de la future coalition, comme le parti de Bezalel Smotrich ou même des partis orthodoxes. Eh bien, on exige qu'elle soit introduite dans les accords de coalition et qu'il y ait une réforme de ce type. Quel est votre avis concernant une telle réforme? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Alors, je vais, comme d'habitude, essayer de représenter le débat d'une manière plus générale. Alors, les choses dont on se plaint, les effets concrets qui sont dérangeants pour les partis orthodoxes et orthodoxes sionistes, c'est l'idée que parmi les nouveaux immigrants qui arrivent du RSS, l'ex-URSS et d'Ukraine, 80% ne sont pas juifs d'après la halakha, c'est-à-dire que leur mère n'est pas juive, ils sont peut-être un grand-père juif, ou ils sont un grand-père juif marié avec par alliance, enfin quelque chose qui est un lien très tenu avec leur identité juive, et on a peur, on a aujourd'hui en Israël 500 000 personnes qui sont en Israël et qui sont juifs d'après une certaine forme d'ethnicité, mais qui n'ont pas de lien juif au niveau de la halakha, au niveau de la loi juive. Et une grande partie parmi eux ont même une identité juive de plus en plus ténue, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve aujourd'hui sont très très loin. Mais qui sont israéliens, ils sont israéliens, il faut le préciser. Voilà, ils sont israéliens, en général ils font ce qu'on appelle une conversion sociologique, c'est-à-dire qu'en arrivant en Israël, ils se considèrent partie prenante du projet juif et sioniste, et ils s'engagent à l'armée, ils ont eux-mêmes, alors qu'en Russie, les gens ont 1,1 enfants par femme, ils deviennent comme les Israéliens 2,7. Ils sont vraiment intégrés socialement en Israël, ce qui ont permis aussi, 1 million de personnes sont arrivées d'ex-URSS, qui ont permis à Israël de devenir la Startup Nation. Donc c'est des gens qui ont contribué énormément au pays et qui contribuent à ce pays. Et si on devait changer cette loi, ce serait aussi un message pour tous ces gens, ces 500 000 personnes, en leur disant vous êtes des Israéliens de seconde zone. Mais on va parler d'un autre sujet. Donc on a un problème qui est pourquoi ces dernières années, les nouveaux immigrants qui arrivent de l'ex-URSS ne sont pas juifs. En fait, ils sont un très tenus, parce qu'en fait, ceux qui se sentaient juifs sont déjà venus en Israël, et ceux qui restent là-bas, c'est des gens très très loin. Alors, comment ça s'est arrivé? D'abord, il faut comprendre le vrai sujet. Le vrai sujet, simplement, c'est que il y a un ministre Lieberman au gouvernement qui a construit une organisation qui s'appelle Ofek Israeli, qui est une fondation qui appartient à différentes organisations israéliennes, etc., semi-nationales, et qui a fait du travail proactif pour aller chercher ces gens. Ils ont contacté depuis 2016 1 400 000 personnes dans les pays du ex-URSS en faisant des recherches sur les réseaux sociaux, en leur disant vous voulez immigrer, on va essayer de vous trouver, et vous n'avez pas un petit lien ténu avec le peuple juif, on va vous trouver un grand-père juif, un arrière-grand-père juif. Et ils ont construit comme ça, ils ont fait venir 200 000 personnes, et donc ces gens-là sont très loin. Et non seulement, et Lieberman, ce fameux ministre russophone, qui lui voulait étendre cette loi qui a été, donc la loi au départ était pour les gens qui étaient juifs. En 1970, on a rajouté cette clause du petit-fils, où on dit aux gens que même ceux qui sont seulement un grand-père juif ou une grand-mère juive vont pouvoir venir. Et Lieberman, lui, il a encore des listes de 200 ou 300 000 personnes qui ne peuvent pas rentrer à cause de cette clause du petit-fils, et qui voudraient avoir la clause de l'arrière-petit-fils qui leur permettrait d'avoir encore plus de personnes. Donc,
L'intérêt de Lieberman, oui, je vous entends. L'intérêt de Lieberman, il est purement politique, c'est-à-dire que ce sont des électeurs pour son parti russophone. C'est sûr que c'est son électorat, il cherche des intérêts qui sont les siens. Il faut savoir que le projet était beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'en 1989, au moment de la chute de l'Empire soviétique, il y a eu une coalition en fait de la gauche laïque israélienne et de la droite laïque israélienne qui ont toutes les deux dit il faudrait faire venir ici 1 million de personnes qui permettraient de combattre ce qu'on appelait à l'époque la levantinisation du pays, c'est-à-dire de plus en plus de séfarades, de plus en plus de charidim, de plus en plus d'arabes, et faire venir des gens qui jouent du violon, du piano, et qui sont des gens qui nous rappelleraient plus le modèle autrichien de ce qu'on aurait pu rêver d'un pays qui ne serait pas levantin. Donc il y a eu un courant qui était à une certaine époque, et puis aujourd'hui, ce courant a pris des proportions qui sont plus vraiment souhaitées. Donc on a ce mouvement qui a été fait et qui a été notamment motivé par des motivations électoralistes quelque part et qui cherche à faire venir les gens, mais qui, si on devait changer la loi, et c'est sur ça que je voudrais vous parler, Daniel et chers auditeurs aujourd'hui, c'est que pourquoi il ne faut pas changer cette loi. Il faut mieux arrêter ces efforts proactifs, arrêter de verser des fonds astronomiques à cette organisation qui fait ce travail de marketing hyper agressif, et plutôt que changer la loi, pourquoi on ne peut pas changer la loi? Et là, je vais prendre sur quelque chose de plus profond, à savoir que si aujourd'hui on devait faire passer la loi du retour, il y aurait un remue-ménage mondial au niveau de tous les pays du monde qui dirait que cette loi a une forme de racine, puisqu'elle fait quelque part une discrimination entre les citoyens juifs et les citoyens arabes d'Israël. Donc il ne faut surtout pas remuer une loi qui a été acceptée en 1950, elle a été faite pour des raisons très simples. C'était à l'époque, elle suivait aussi un courant. Il y a eu des lois qui sont passées similaires en Allemagne. On a reçu en Allemagne, je rappelle, 12 millions de personnes qui étaient d'origine vaguement ethniquement germanique ou qui étaient germanophones, qui sont arrivés des pays d'Est, qui ont été chassés, qui ont été acceptés. Il y a des lois similaires en Hongrie, il y a des lois similaires en Roumanie qui donnent des facilités d'accès à la citoyenneté pour des gens qui sont d'origine roumaine, hongroise, voire grecque, voire italienne, voire irlandaise. Donc il y a des lois qui existent dans ce courant-là, qu'on comprend. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à faire passer ce genre de loi, et donc il s'agit surtout pas de remuer. Pourquoi ce serait un danger? Parce que si on devait remuer, ça réveillerait quelque part des courants palestinophones, palestophiles, des courants qui seraient antisionistes ou antisémites du monde entier, qui diraient, vous voyez, vous n'êtes pas si sacré, c'est pas une loi tellement sacrée pour vous, finalement vous êtes capable de changer la loi, même si on change qu'une clause. C'est des choses qui peuvent, et si ce gouvernement qui était précédent aurait fait passer la quatrième génération, celui qui arrive maintenant dit on va arrêter la deuxième génération, on va avoir une loi qui va être tout à coup en remue-ménage, et c'est pas bon pour la stabilité du pays. Donc, personnellement, je dis clairement qu'il ne faut pas changer les lois qui sont l'ADN du pays, qui sont que l'idée principale, c'est que tout juif dans le monde peut venir, quand il est en détresse, il pourra venir en Israël. Et remuer ça, c'est aussi, et je vais rajouter un point supplémentaire, c'est que aux États-Unis, une grande partie des Juifs américains ne rentreraient pas. C'est-à-dire sur les 7,5 millions que se considèrent les Juifs américains, on a peut-être 2-3 millions qui ne rentreraient, tout à coup ne seraient plus éligibles à la loi du retour, et quelque part c'est comme si on leur disait vous êtes pas même si il faut bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup de Juifs américains qui sont d'origine juive à la troisième génération qui font leur alia aujourd'hui. Ceux qui font leur alia des États-Unis ou du Canada, ce sont surtout des Juifs ce que l'on appelle plutôt néo-orthodoxes ou orthodoxes. Absolument, ça veut dire qu'il y a très très peu d'alia des États-Unis pour l'instant. On a 3000 personnes par an, c'est pratiquement insignifiant. Et ce groupe de gens, évidemment, font partie des milieux les plus communautarisés, les Juifs orthodoxes, les gens qui viennent aussi en Israël parce que les écoles sont beaucoup moins chères en Israël qu'aux États-Unis, etc. Donc il y a une autre façon de regarder les choses qui font que ça jouerait pas sur sur l'Aliyah, mais ça jouerait sur un message, encore une fois, délégitimant envers les Juifs qui, eux, sont dans une certaine mesure éloignés aujourd'hui du peuple juif, et qu'on risquerait de perdre inutilement. C'est des gens dont on a besoin pour l'État d'Israël, même en tant que soutien au niveau sioniste, pas forcément financier, mais en tout cas, qui sont des gens qui ne seront pas des ennemis du peuple juif. Et tout à coup, en les délégitimant, c'est possible qu'on ait un impact qui serait ce qu'on appelle en hébreu et hashpot, rochav, des implications plus larges. Ça veut dire qu'on aurait tout à coup, ça réveillerait, on est dans une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir,
il faut pas ouvrir ce genre de choses, laissons-les telles qu'elles sont, essayons de prendre des mesures pratiques, administratives pour que les choses les problèmes qui sont créés ne soient plus dérangeants pour le peuple juif, pour l'État d'Israël, qu'on n'a pas besoin de faire venir ici des populations qui ne sont pas juives et qui finalement, on sait ce que ça veut dire, faire venir une minorité qui n'est pas exactement avec le même ethos, le même esprit, les mêmes valeurs et le même projet sociétal. Et dans un pays, on sait bien ce que ça veut dire, une minorité qui ne serait pas exactement comme ça. Alors justement, alors si on les fait venir, il faut vraiment leur faire un processus d'éducation très intense, non seulement d'apprendre de l'hébreu, mais aussi d'apprendre la civilisation juive et leur faire une certaine forme de conversion. Et voilà. Alors justement, vous venez de prononcer le mot magique, si je puis dire, le mot de conversion, parce que finalement, ce que disent les partis politiques qui voudraient annuler la clause du petit-fils, eh bien, c'est que ils disent que de facto, ça ne fait que retarder le problème. Ces gens arrivent ici et comme vous l'avez dit, ils sont aujourd'hui 500 000 et il faut, pour qu'ils soient pleinement dans la société israélienne, il faudrait qu'ils suivent un processus de conversion. Or, aujourd'hui, faire convertir près de 500 000 personnes, ça semble tout à fait utopique. Et finalement, pourquoi ne pas limiter le problème en fermant l'accès à l'État d'Israël à ces personnes-là, ou en tout cas ne pas leur donner la possibilité d'être israéliens automatiquement? Écoutez, les politiques vont prendre leurs décisions. Je pense que Netanyahou n'est pas intéressé. La dernière fois qu'on a eu ce genre de débat, c'était il y a une vingtaine d'années. Et il y a eu tout à coup quelques personnes des États-Unis qui ont appelé, qui ont dit, écoutez, vous arrêtez de faire ça, sinon on va vraiment pas être content. Voilà. Donc il faut savoir que ça ne se passera pas. D'accord, je ne pense pas que ça va passer, malgré les pressions des différents partis. Il faut prendre en compte les considérations géopolitiques, les implications dont on n'a pas du tout besoin pour l'État d'Israël de faire ce genre de choses, alors qu'on peut prendre des mesures administratives, comme je l'ai précisé précédemment, pour simplement empêcher les effets débordants. On ne va pas convertir les gens. 80% des Israéliens sont prêts à se marier avec un russophone qui n'est pas juif d'après la halakha, mais qui est simplement qui a fait l'armée en Israël, qui se sent totalement israélien, totalement identifié avec le projet sioniste et juif. Écoutez, on va pas délégitimer toute cette population. Je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Je pense pas que ça va pas non plus passer. Pour les Juifs de France, en tout cas, cela n'a aucun impact. Les Juifs de France ceux qui font leur aliyah sont à 90% totalement juifs. Ceux qui ne sont pas juifs, c'est qui sont mariés avec des femmes juives ou mariés avec des hommes juifs et qui veulent venir en Israël pour construire ce pays et qui s'identifient totalement avec ce projet. C'est un projet qui c'est pas un débat qui doit normalement nous déranger en tant que Français francophones. Pour les Américains, il faudra faire un petit peu attention. Mais quelque part, ce débat a sa place dans la mesure où il faut quand même se poser des questions sur quel est le projet qu'on veut faire venir en Israël? Est-ce que vraiment on peut faire venir n'importe qui pour des raisons d'intérêt comme chacun sait, l'immigration, c'est toujours une condition. Merci beaucoup, Dov Maimon. C'est un facteur attractif. Est-ce qu'on a besoin de faire venir des gens qui sont pas identifiés avec le projet d'Israël? Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dov Maimon, de nous avoir éclairé sur ce dossier brûlant et bien entendu qui est récurrent puisqu'on en reparle maintenant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Dov.